I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民 बॉलीवुड 达 स्टार्स 木 की 家 कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous trouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50, une émission dans laquelle vous retrouverez, ce sera vers le mi-temps de l'émission, Alexis Patorcev et sa chronique Frontières. On poursuit notre semaine autour de la magie, l'esprit magique à l'épreuve de la modernité. Lundi, grand Dieu, petit Dieu, magie et religion, Constant Hamès, Patricia Biermann et Laëna Curbon étaient nos invités. Hier, nous parlions de politique et de sorcellerie, les métamorphoses du pouvoir avec Jean-Pierre Dozon, Bénédicte Braque de la Perrière et Meredith Duquesne. Demain, on ira du côté du chamanisme, de la forêt à la ville, les nouveaux visages du chamanisme. Michel Perrin et Corinne Sombrin seront entre autres nos invités. Mais aujourd'hui donc, la chasse aux sorciers. Le sorcier, c'est avant tout l'autre, le rival, la communauté adverse, celui qui est différent, celui vers qui se pointent tous les doigts en période de crise. Aujourd'hui encore, on continue de chasser les sorciers, les sorcières. Ce phénomène est, c'est vrai, particulièrement africain. Les pratiques magiques y sont encore très vivaces, on en parlait hier, et les persécutions pour sorcellerie sont encore très actuelles. Nous évoquerons ce matin le cas tristement célèbre des Chégués, ces enfants accusés de sorcellerie jetés dans les rues de Kinshasa. On verra aussi que la recherche de boucs émissaires, au fond, dépasse le seul cas africain. On ira du côté de la Guadeloupe pour s'enquérir du sort des Haïtiens. Mais qui sont les victimes aujourd'hui de ces chasses? Dans quel cadre s'organisent-elles? Qu'est-ce qui fait qu'émergent des effervescences anti-sorcellerie? À quels mots de la société correspondent-elles? Et surtout, comment la justice s'empare-t-elle des accusations de sorcellerie dans des contextes où finalement la croyance en la sorcellerie se situe à tous les niveaux de la société? Voilà nos questions ce matin. Des jeunes, pour la plupart sans activité professionnelle, se trouvent une occupation. La chasse aux sorciers. De longues heures durant, ils sillonnent le village pour arrêter des personnes soupçonnées de pratiques de sorcellerie. Des pratiques, selon eux, responsables de plusieurs maux: chômage, mortalité infantile ou maternelle, et surtout échec scolaire. J'ai fait plusieurs concours. Le premier concours que moi j'ai fait, ça n'a pas marché. Et ils avouent que ce sont eux. Ils sont causes. Et moi je connais mes performances à l'école. Cette femme de 80 ans est accusée d'avoir usé de ses pouvoirs surnaturels pour tuer un adolescent du village. Dans la cour de la brigade de gendarmerie où elle est conduite, l'octogénaire subit des actes de torture. Voilà, extrait d'un reportage de la télévision ivoirienne. La scène se passe à Ebonné, près de la ville de Douala. Des vieillards, des femmes, des enfants soupçonnés de sorcellerie qui sont livrés comme ça à la vindicte populaire. On les accuse d'être à l'origine du chômage, de la mortalité infantile, de l'échec scolaire. On l'entendait là dans ce témoignage. Bref, ils seraient responsables au fond de tous les maux de la société. Bonjour Bruno Martinelli. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille et également au Centre d'études des mondes africains. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui paraîtra très bientôt chez Cartala, Sorcellerie et violence en Afrique. Vous êtes particulièrement, vous, intéressé à l'Afrique centrale. Vous êtes professeur, je le disais, mais vous êtes également investi dans des programmes de formation de magistrats, on en parlera. Mais on entend très bien dans ce petit extrait de la télévision ivoirienne, il ne faudrait pas penser que les persécutions à l'égard de prétendus sorciers ou sorcières sont un problème marginal. Ça peut prendre des proportions absolument gravissimes. En 2001, par exemple, au Kirivu, à la frontière avec l'Ouganda, l'armée avait dû intervenir pour arrêter une chasse aux sorciers, une chasse aux sorcières qui avait fait au moins 1000 morts. C'est dire que c'est une question réellement de toute première importance, Bruno Martinelli. Oui, alors c'est un problème qui se pose depuis environ 2 décennies, de façon assez intensive dans certaines parties de l'Afrique centrale et l'Afrique orientale tout d'abord.
mais qui connaît des extensions actuellement vers l'Afrique de l'Ouest, d'où l'intérêt du document que vous avez diffusé sur la Côte d'Ivoire, où là, on avait peu de cas de cette nature jusqu'ici, et on commence à voir apparaître je dirais, ce type de démarche d'accusation et même d'ailleurs un souhait exprimé par un certain nombre de médias d'incrimination des sorciers devant la justice. Et vous avez organisé, vous, un colloque, Bruno Martinelli, intitulé « Sorcellerie et justice en République centrafricaine ». La justice, on va en parler parce que c'est évidemment très important dans cette question-là, mais vous expliquiez que on parle parfois de recrudescence de la sorcellerie en Afrique, mais qu'il serait plus juste de parler d'effervescence en période de crise. C'est-à-dire qu'on a des mouvements, au fond, anti-sorcellerie à chaque fois qu'on a des moments de crise. Bon, ça, c'est l'explication, évidemment, la plus, je dirais, commode à apporter à ces faits collectifs, ces faits de violence. Bien entendu, c'est le cadre, le contexte général qui est certes pertinent, les crises militaro-politiques, l'accroissement de la pauvreté, la crise sanitaire aussi, qui peut être extrêmement grave dans certains pays qui sont démunis de structures de santé ou qui ont des structures de santé totalement appauvries et donc inadaptées. Mais il est clair qu'il faut aussi pousser l'analyse et l'explication plus loin. On a toujours expliqué les flambées et les épidémies d'accusations de sorcellerie de cette manière, même déjà à l'époque coloniale, vous voyez. Mais justement, tiens, revenons un petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous retracer peut-être les différentes périodes, les principaux moments où on a vu ces formes d'effervescence, ces mouvements anti-sorciers? Peut-être sur le XXe siècle, juste, déjà, si on avait suffisamment d'éléments d'information sur le XXe siècle, ce serait formidable. Ce n'est pas le cas. Les archives coloniales sont extrêmement, je dirais, elliptiques sur ce sujet. On a cependant, en croisant des sources ou en multipliant les sources, des éléments d'information sur l'existence de ces faits pendant la période coloniale. Sauf que ça gênait certainement beaucoup l'administration coloniale. Jusque pendant la première moitié du XXe siècle, elle avait confié le traitement de ces affaires à la justice coutumière et elle en a dessaisi la justice coutumière en 1947 par une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale française et qui est toujours consultable sur le journal officiel, incriminant la sorcellerie, en introduisant un article dans le code pénal de toutes les colonies françaises, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Et là, alors, par contre, évidemment, on accède à partir de ce moment-là à un certain nombre donc, de pièces qui permettent de savoir comment la justice pénale, a pris en charge ces affaires. Ce qui se passait avant il est assez difficile de le savoir. Est-ce que vous voyez des ressemblances et des dissemblances? On va revenir sur la question de la justice, mais est-ce que vous voyez des ressemblances et des dissemblances sur ces vagues répressives successives, ces mouvements anti-sorcellerie en Afrique et ceux qui avaient eu lieu dans l'Europe du 15e, 16e, 17e? Il y a des points communs? C'est évidemment la question qui revient sans cesse, même quand on travaille avec des interlocuteurs africains, ils nous la posent sans cesse. Bon, il faut évidemment adopter la plus grande prudence pour comparer des réalités aussi éloignées dans le temps, dans des contextes culturels différents. Évidemment qu'il y a certaines similitudes, en particulier au niveau de la façon dont la justice intervient. Et c'est sorti aussi, c'est dégagé je dirais, du cadre qui avait été initialement inventé par l'Inquisition. Elle s'en est dégagée au cours du XVIIe siècle. Et là, ça pourrait être instructif pour des magistrats, mais il faut quand même mesure garder dans la comparaison. Elle peut faire dériver vers de faux débats, à mon avis. Il vaut mieux travailler sur les réalités contemporaines. L'histoire est
je dirais plus l'histoire récente. Vous voyez, l'histoire à hauteur de quelques décennies est extrêmement instructive parce qu'elle explique les processus tels qu'ils se déroulent jusque dans le présent, mais de l'histoire, vous voyez, transcontinentale et à travers les siècles, il faut le faire avec la plus grande prudence. Quel est le portrait type aujourd'hui, Bruno Martinelli, de celui ou de celle que l'on va persécuter pour cause de sorcellerie? Alors là, on rentre au cœur du problème, hein, on se situe au cœur du problème. Parce que il y a beaucoup de, je dirais, de malentendus sur la notion même de sorcier. Dès la première d'ailleurs émission avec Constant Hamès, lundi matin, il a été établi justement une distinction extrêmement utile entre magie et sorcellerie, religion, magie et sorcellerie. C'est bien de là qu'il faut partir. C'est je dirais, un cadre de référence de toute discussion. Celui qu'on appelle sorcier n'est pas un magicien. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une activité consistant à utiliser des objets, des matières, des substances, pour faire du bien ou pour nuire à autrui. Hein. Le magicien, on peut faire de la magie blanche ou de la magie noire. Ceux que l'on désigne comme sorciers le sont au titre d'influence qui est néfaste, qu'ils exercent sur autrui, d'une force nuisible, malveillante, mais même, on va dire, mortifère qu'ils ont sur leur environnement, qui entraîne des maladies, qui peut entraîner la mort. Alors, ce qu'on dit le plus couramment, c'est que carrément, le sorcier, c'est quelqu'un qui vous suce le sang, qui vous dévore le ventre, qui vous dévore les organes, le cœur, le foie, l'utérus, qui vous dévore le sexe même. On dit aussi des sorciers qu'ils se métamorphosent en animaux, j'emploie le masculin depuis le début, mais il faut quand même savoir que les 2/3 des accusations de sorcellerie se portent sur les femmes. Tiens, mais justement. Donc, il faudrait qu'on fasse un ajustement par la suite, hein, par rapport à cela. Justement, on dit donc justement, des sorciers et des sorcières. Je finis ma phrase. Je vous en prie. Des sorciers et des sorcières qui se déplacent la nuit dans les airs pour aller rejoindre des sabbats absolument horribles, justement, où on pratique le cannibalisme. Voilà. Ne gaspille pas l'eau. Caraba la sorcière a asséché notre source. Mère, où est mon père? Il est allé combattre Caraba la sorcière et elle l'a mangé. Mère, où sont les frères de mon père? Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle les a mangés. Mère, où sont les frères de ma mère? Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Où est-il? Sur la route des flamboyants, allant combattre Caraba la sorcière. Alors, je dois aller l'aider. Voilà, alors peut-être vous l'avez reconnu, c'est l'extrait d'un dessin animé, Kirikou et la sorcière, et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ici, dans ce dessin animé, la figure du sorcier, c'est une figure féminine. C'est vrai que dans l'histoire occidentale, on retrouve ça aussi. Ça a souvent été les femmes qui ont fait l'objet d'accusations de sorcellerie. Peut-être est-ce qu'on peut trouver à l'origine de cela l'imaginaire judéo-chrétien avec une sorte de méfiance un peu primitive envers le sexe féminin, accusé un peu de tous les mots originels. Mais on retrouve ce schéma au fond de croyance. Le sorcier, c'est avant tout une figure féminine aussi en Afrique. Oui, c'est ça. À propos de Kirikou, il faut quand même voir qu'on est assez éloigné de la réalité de l'imaginaire sorcellaire qui est actif dans la vie sociale quotidienne africaine. C'est une réalité quotidienne. Et moi, quand je suis en observation, il m'arrive de voir des enfants, excusez-moi, jouer aux sorciers et aux sorcières aussi en Afrique. Hein. Mais il faut savoir que ça peut devenir une accusation prise en compte par les enfants eux-mêmes, entre eux, dans les relations entre les enfants et les adultes, très tôt. Donc le passage du jeu au sérieux et à la réalité la plus dramatique est
est possible, hein, alors que chez nous, en Europe, ça n'est pas le cas, bien entendu. Alors, en ce qui concerne donc le fait que ce soit les femmes, bon, évidemment qu'en Afrique, il y a des références qui sont évidemment propres à l'Afrique, hein, en matière de représentation de la féminité, de la sexualité féminine, et elles subsistent aussi aujourd'hui. Les influences judéo-chrétiennes se sont exercées à partir évidemment de l'arrivée des églises chrétiennes en Afrique, des influences missionnaires de la période coloniale, et elles sont venues sans doute jouer un rôle de réinterprétation, hein, de ces croyances locales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a affaire à des imaginaires, on va dire, mixtes, hein, qui font à la fois référence à on va dire, des ancrages culturels africains locaux, hein, pas généralisés à toute l'Afrique, très différents d'une région à une autre. Et d'autre part, des ancrages, effectivement, qui viennent de ce que l'on entend dans les églises et surtout dans les églises évangéliques. Toujours avec Bruno Martinelli, anthropologue, professeur à l'université d'Aix-Marseille, auteur d'un livre à paraître très bientôt, Sorcellerie et violence en Afrique, autour de cette question de la chasse aux sorcières, aux sorciers. Aujourd'hui, vous restez bien sûr avec nous, Bruno Martinelli, mais on va faire un petit, voilà, on va aller du côté de Kinshasa. Les pasteurs des églises ont dit que ces enfants sont bien la nuit. Ils sont des biens en Occident. Ce ne sont pas des gamins vraiment. Yeshua le Christ a dit: laisse venir à moi les petits, qui n'est pas pur comme un enfant. On n'étra pas le royaume de ton fortement. Un gros pays, un pays riche comme le Congo, le RDC, pour la richesse, pour la gogo, ils abandonnent leur progéniture, parce qu'ils savent pas les nourrir fortement. Dans somme de ex-kinder, fortement, on les nomme des enfants sorciers au relais. Voilà, sur cette chanson sur les enfants sorciers de Samba Koki, on retrouve Hippolyte, qui est illustrateur, un auteur de BD. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur de Les enfants de Kinshasa, qui était paru dans la revue 21, le numéro 17 de la revue 21. Alors vous êtes installé à La Réunion, mais vous êtes beaucoup allé en Afrique, mais aussi au Liban. Et en 2011, vous êtes allé à Kinshasa, vous y avez découvert la situation de ces Chégués, ces enfants des rues qu'on accuse souvent de sorcellerie. On évalue leur nombre à 20 000. Certains sont recueillis dans des centres, comme celui que vous avez visité. D'autres sont livrés à eux-mêmes. Première question, Hippolyte, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à découvrir cette situation, ces enfants des rues qu'on accuse de sorcellerie, et pourquoi en avoir fait une BD reportage? La première fois que je me suis rendu à Kinshasa, c'était pour un salon de bande dessinée auquel j'étais invité, et je devais à cette époque former des jeunes auteurs de bande dessinée, des étudiants des beaux-arts de Kinshasa. Et parmi ces étudiants, il y en avait un qui est arrivé au bout du 4e jour de stage, et je lui ai dit: mais c'est pas possible d'arriver seulement maintenant, faut les venir dès le départ. Et en fait, il m'a expliqué sa situation. Il m'a expliqué qu'il était un ancien chégué, qui avait été accusé de sorcellerie, et que maintenant il rêvait d'être auteur de bande dessinée, et qu'il avait qu'une seule journée par semaine à consacrer aux Beaux-Arts. Donc voilà, je l'ai accepté, évidemment dans mon cours, on a repris tout ça. Et c'était un phénomène que je connaissais pas, et j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et je repartais quelques jours après pour la Réunion. Et voilà, j'ai voulu repartir l'année d'après pour voir tout ça plus profondément. Et donc je suis resté un mois à Kinshasa, essayer de comprendre cette situation au plus près, quoi. Et pour la comprendre, parce que là, vous êtes en direct de la Réunion, mais lorsque vous êtes à Kinshasa, vous y restez donc plusieurs semaines, et vous vous rendez compte, au fond, que pour raconter l'histoire de ces enfants, il faut aussi s'emparer d'un autre phénomène, celui des églises de réveil. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, hein. Ah oui, non, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Les églises de réveil ont évidemment un poids énorme là-dedans. Après, la raison principale aussi de ce phénomène des enfants sorciers, c'est la misère qui est quand même endémique en RDC, qui font que les gens ont plus espoir en rien, quoi.
Et évidemment, quand il n'y a plus d'espoir, les églises en font leur terreau et vont susciter cet espoir. Et on est dans un pays où, par rapport à leurs croyances dans les esprits, il n'y a jamais de hasard. Quand quelque chose arrive et est positif, c'est grâce à Dieu. Et quand quelque chose arrive de négatif, c'est le mal, donc c'est à cause des sorciers. Là, dans ces cas-là, ils vont identifier un sorcier, ils vont trouver un bouc émissaire, quoi. Et à l'époque, c'était les personnes âgées. Souvent, c'est des personnes qui servent pas à grand-chose, qui rapportent pas d'argent à la famille. Et maintenant, le mal se fixe sur les enfants. Et évidemment, les prêtres vont stigmatiser ces enfants en disant aux familles, si vous êtes victime du chômage, si vous avez le malheur, c'est à cause de cet enfant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ils les stigmatisent, mais de l'autre, il y a un certain nombre de pasteurs d'églises prophétiques qui sont spécialisés dans l'exorcisme d'enfants sorciers. C'est une activité d'ailleurs qui est très lucrative en Afrique centrale. Oui, la principale raison, c'est cet esprit de lucre qui anime tous ces pasteurs, quoi. Le principal moteur, c'est l'argent, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de travail. Je crois qu'on est à 95% de chômage en RDC. Et le métier le plus porteur en ce moment en RDC, c'est pasteur. C'est la plus simple façon de se faire de l'argent. Donc tout le monde va s'improviser pasteur et utiliser des vieilles croyances, mélanger ça avec des croyances judéo-chrétiennes pour faire peur, pour susciter de l'espoir et ainsi de suite. Et voilà, ils vont trouver tous les moyens. Donc évidemment, il y en a qui vont proposer des exorcismes plus ou moins fantoches, déjà en accusant les enfants à tort, souvent au départ, et après en faisant payer les parents pour sauver ces enfants. Et au final, la plupart du temps, il les jette à l'art. Justement, Hippolyte, vous vous êtes rendu dans un centre, le centre Munziriwa, où on accueille une vingtaine d'enfants de la rue qui ont entre 5 et 14 ans. Alors, d'abord, c'est assez étonnant parce que sur le centre, vous décrivez, il y a des planches sur lesquelles vous décrivez très bien le centre. Il y a à la fois une cantine, des dortoirs, des douches, mais il y a aussi une église de réveil. Vous pouvez nous dire à quoi ressemble le parcours d'un de ces enfants, un parcours qui vous aurait particulièrement marqué ? Tous les parcours sont divers. La plupart du temps, c'est vrai que ces enfants qui sont jetés à la rue sont pas des enfants qui découlent d'une famille unie. C'est souvent des familles qui ont été brisées, donc des pères ou des mères qui vont se remarier ou qui vont trouver une seconde famille. Et en arrivant dans cette seconde famille, généralement, il y a déjà des enfants. Et comme il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pays rien que pour nourrir les enfants, souvent la marâtre ou le beau-père va tout faire pour accuser les nouveaux enfants arrivant. Et donc les accuser de sorcellerie parce qu'ils peuvent pas les nourrir, quoi. Donc donc souvent le parcours est un peu celui-là. Et du coup les enfants se retrouvent à la rue. Donc moi les plus jeunes que j'ai vus se retrouver à la rue à l'âge de 4 ans. Donc je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'est une ville comme Kinshasa, mais déjà quand on est adulte de vivre dans la rue, c'est pas évident. Mais alors quand on a 4 ans, c'est juste impossible. Donc ils vont se regrouper entre eux pour pouvoir survivre et lutter contre tout ce qui peut leur arriver, entre la pression des policiers, des militaires, la pollution, tout ça. Enfin, c'est juste incroyable. Et il y a quand même quelques âmes charitables qui vont les recueillir et les amener dans ces centres. Parce qu'évidemment, l'État est complètement désengagé de tout ça. Il n'y a pas d'aide sociale. Mais qui sont justement les personnes qui les encadrent dans son centre d'accueil ? La plupart du temps, moi, là, dans le centre où j'étais, c'était des pères jésuites. Donc voilà, la plupart du temps, c'est des ONG, donc soit religieuses ou non, qui sont quand même pas mal regroupées entre elles. Et ces centres essayent de faire un travail inverse, donc de retourner vers les familles, déjà de connaître l'histoire de ces enfants pour savoir d'où ils viennent, et de retourner vers les familles pour essayer de déconstruire cette mythologie de la sorcellerie. Réinsérer ces enfants dans les familles. Donc ils y arrivent la plupart du temps. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est une goutte d'eau par rapport parce qu'on dit qu'officiellement il y a 20 000 enfants sorciers, mais moi je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus, quoi. Naviguer dans Kinshasa, c'est assez incroyable. Et puis le phénomène prend une ampleur de plus en plus importante. Les églises de réveil, évidemment, comme vous le disiez, moi il y avait le centre qui était divisé en 2 parties. Et il y avait une église de réveil qui était en plein milieu du quartier. Mais il y en a 50 000 autres autour. Il y a une église de réveil tous les 50 mètres à Kinshasa qui fonctionne du matin au soir. Et les églises de réveil sont présentes également à la radio, à la télévision, dans les bus.
partout, quoi. Ouais, elles sont partout. Je me tourne tout de suite vers Bruno Martinelli, qui êtes vous à Aix-en-Provence, hein, depuis La Réunion. On va du coup du côté d'Aix-en-Provence. Une réaction, Bruno Martinelli, sur ce cas, évidemment, que vous connaissez, les enfants de la rue de Kinshasa. Oui, bien sûr. L'analyse qui vient d'être présentée est tout à fait complète. Je n'ai rien à ajouter d'ailleurs par rapport à cela. Je voudrais signaler pour ceux qui seraient intéressés par cette question les travaux de l'anthropologue Philippe Debouc, belge, qui sont extrêmement importants et qui sont connus, en tout cas de ceux qui travaillent sur cette question des enfants sorciers. Je voudrais apporter un complément par contre. Le phénomène des enfants sorciers, bien sûr, se répand actuellement à partir de Kinshasa, on va dire en remontant par la voie des fleuves quasiment vers l'intérieur de l'Afrique centrale. Donc on le retrouve un peu partout maintenant en Afrique centrale, mais à une échelle un petit peu moindre quand même qu'à Kinshasa. Le fait est que quand on travaille dans les églises de délivrance et de guérison, que M. Hippolyte a appelé les églises de réveil, là où on pratique les exorcismes, et qu'on observe les séances spécialement de traitement des enfants, puisque c'est ainsi que c'est organisé, il y a des journées ou des demi-journées consacrées à d'autres thèmes, à d'autres sujets, et puis il y a des demi-journées consacrées aux enfants, où on amène les enfants, parfois enchaînés d'ailleurs, hein, avec pas mal de brutalité. On observe que ce ne sont pas des enfants sorciers, en règle générale. Les enfants sorciers, on pourrait dire, et là je rejoins l'analyse un peu marchande d'Hippolyte, les enfants sorciers ne représentent pas beaucoup d'intérêt matériel pour les pasteurs et les prophètes guérisseurs. Par contre, ce sont bel et bien des parents, des familles qui amènent des enfants on pratique d'abord des traitements préparatoires, des jeûnes, etc., toute une préparation psychologique et physique aboutissant à l'exorcisme, c'est-à-dire au vomissement de la sorcellerie, en réalité. Ça se concrétise ainsi. Alors, là est le point sans doute sur lequel il faudrait apporter une précision. Cette dimension n'intéresse pas beaucoup les ONG jusqu'à présent parce qu'il s'agit d'enfants qui sont encore au sein des familles. Le plus grand nombre d'enfants, dans pratiquement toute l'Afrique centrale, le plus grand nombre d'enfants qui sont concernés par l'accusation de sorcellerie sont des enfants qui s'accusent eux-mêmes de sorcellerie dans le cadre familial. Et ensuite, les familles les amènent dans des églises de délivrance, mais aussi chez des guérisseurs spécialisés dans l'enlèvement de la sorcellerie. C'est la grande innovation en ce moment dans plusieurs endroits de l'Afrique centrale. Il semblerait que ça a commencé à Kinshasa il y a quelques années. Maintenant, ça se répand partout. Il y a des guérisseurs qui enlèvent la sorcellerie aux enfants. Vous voyez ? Je peux vous donner un petit exemple pour conclure sur ce point. Une jeune fille que j'ai suivie donc dans son parcours rituel et thérapeutique, parmi d'autres, mais je prends ce cas-là, à partir de environ l'âge de 8-9 ans, elle commence à avoir un comportement désordonné, elle parle mal à sa mère, elle vit seule avec sa mère. Et déjà, elle a commencé à entendre sa mère elle-même, mais aussi le reste des parents, des parentes, lui dire « mais tu es une sorcière ». À l'âge de 12 ans, cette, disons, adolescente à cet âge-là, commence à faire des fugues. Et là, ça devient grave, elle fait des fugues et elle est enceinte. Premier avortement. Les accusations de sorcellerie s'amplifient. En plus, elle mange beaucoup, donc elle dévore la nourriture. Et voilà qu'à la suite de cet avortement, le traumatisme qu'elle a évidemment subi l'amène à déclarer « oui, je suis une sorcière ». Je suis une sorcière. Apaisement de la famille. Elle se met en conformité avec l'accusation familiale, vous voyez, apaisement. En même temps, elle accuse des 2 femmes de son quartier de lui avoir donné la sorcellerie à l'âge de 6 ans. Et
Et ainsi, la famille entame tout un parcours qui est assez classique, qui concerne des milliers de familles, je vous dis bien des milliers dans toutes les classes de la société en Afrique centrale et en particulier dans le pays où je travaille le plus en Centrafrique, depuis les professeurs d'université et les magistrats jusqu'aux gens pauvres. Le parcours à la fois rituel et thérapeutique, passant par une, voire plusieurs ministères de délivrance. Et puis comme ça ne marche pas, on vous fait bien vomir quelque chose ou on vous montre quelque chose qu'on prétend avoir qu'elle a vomi. Des animaux, des insectes, ça ne suffit pas, elle continue à menacer sa mère, elle continue à faire des fugues, etc. Elle ne va plus à l'école, alors on l'amène chez des guérisseurs qui enlèvent la sorcellerie et le parcours continue, vous voyez. Et à aucun moment elle n'est à la rue. Elle continue avec tout. C'est les relations parents-enfants au cœur de ces conflits très particuliers, au cœur évidemment des cellules familiales, que se loge la racine. Le phénomène des enfants des rues concernera les enfants qui vont être expulsés du cadre familial, mais souvent ça correspond à ce que disait Hippolyte, ce sont des enfants qui ont été accueillis dans des familles qui parfois sont orphelins. Oui, donc c'est pour dire qu'au fond ces enfants accusés de sorcellerie parfois restent dans leur famille et font l'objet d'un processus de guérison. En tout cas, merci, grand nombre. Merci beaucoup à vous Hippolyte, en direct depuis La Réunion, illustrateur, auteur de BD et auteur de cette BD reportage Les enfants de Kinshasa qui avait été publié dans la revue 21, le numéro 17 de la revue 21. Un grand merci à vous Hippolyte. Il est 11h passé de 31 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. L'heure pour nous de retrouver notre ami Alexis Patovsev. Alexis qui nous emmène quelques années en arrière, derrière le rideau de fer, juste derrière la frontière. Écoutez. Je suis un grand fan d'Elvis, Elvis Costello. Même à l'époque où je ne parlais pas bien anglais, sa voix me fascinait. Je me souviens quand j'essayais de comprendre de ce dont il parlait dans cette chanson sur l'armée d'un certain Olivier, qui était, je cite, « venu ici pour rester ». Mais la seule chose que je réussissais à déchiffrer était un passage sur le Checkpoint Charlie. Ah, ça faisait chaud au cœur. Voilà un héros du rock'n'roll qui faisait allusion au monde dans lequel je vivais à l'époque, à savoir derrière le rideau de fer. Je me souviens de la première impression que j'ai eue du mur de Berlin en 1979. Mes parents m'ont amené à Berlin-Est, justement près de ce point de passage à travers le mur, le Checkpoint Charlie. La journée était ensoleillée, le soleil d'été assez intense rendait le gris du mur et des bâtiments de ce poste frontière un peu plus blanc, le transformant en un gris plutôt clair. Derrière le mur, j'ai tout de suite remarqué un immeuble assez haut qui me paraissait doré. Sans doute aussi l'effet de rayons de soleil. Sur le toit était marqué « Axel Springer Verlag ». On ne pouvait approcher ni le checkpoint, ni le mur, mais pour la première fois de ma vie, j'avais vu l'Occident capitaliste. J'avais vu l'interdit absolu. C'était presque obscène de voir cela, un peu comme voir sa propre mère toute nue. Maman, papa et moi, comme dans cette chanson de Talking Heads, on a pas mal voyagé dans mon enfance, on a traversé pas mal de frontières, sans pour autant traverser la frontière ultime, le rideau de fer. Chaque traversée d'une frontière entre les pays frères du bloc socialiste avait un parfum particulier, un goût, une couleur et une musique qui allaient avec. Cette chanson, par exemple, m'accompagnait en février 1989, franchissant les frontières entre la Lituanie et la Biélorussie, puis celle de l'Ukraine vers la Tchécoslovaquie. À Bratislava, je me suis mis sur une colline,
les écouteurs de mon Walkman sur les oreilles, pour contempler les paysages printaniers d'une vallée en bas et essayer de déceler sur l'horizon les tours de Vienne. Déception, tout ce que j'ai vu était une brume, plutôt brune, au-dessus des champs verts. Je reçois régulièrement une publication française faite par les voyageurs Bout du Monde. Dans leur dernière parution, j'ai retrouvé la description des frontières de mon enfance faite par les voyageurs de notre siècle. Ils parlent, eux aussi, des couleurs des frontières. Si ma Bratislava à moi garde dans ma tête les couleurs printanières, la sensation des portes du paradis, Vienne n'est pas loin, et les odeurs du café et des hot-dogs Parek Vrohliku, la même ville est grise pour le voyageur de Bout du Monde Nicolas Contant, gris pour le béton, gris pour le ciel. Même une odeur grise rôde, explique mon collègue 15 ans après, depuis qu'il a vu le poste frontière. L'odeur de l'étranger, d'une peur légère et indescriptible. C'est curieux, me suis-je dit en lisant une dizaine de vignettes dans le dossier du magazine. Aucune impression des frontières de mon enfance, ni des frontières que j'ai connues depuis 1991. Rien ne correspond aux images que je garde en tête. Les voyageurs de Bout du Monde ne sentent pas la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne, par exemple. Nous n'avons pas l'impression de changer de pays en franchissant le Rhin. Avec l'Union, il n'y a plus aucun vestige de l'époque des douanes et donc rien qui signifie le changement de pays. Moi, j'ai l'impression inverse. Malgré l'absence de poste frontière, le fossé entre les deux entités alémaniques ne cesse de se creuser, le fossé linguistique et économique. En fait, les couleurs des frontières sont les couleurs de nos rêves ou de nos déceptions. Pour moi, les postes frontières me séparaient du monde libre et coloré, et même l'approche de cette frontière symbolique illuminait déjà la réalité assez monochrome, c'est vrai. Pour les voyageurs venant et traversant le grand Occident euro-américain contemporain, c'est la recherche de sensations fortes, de l'exotisme et du dépaysement qui prime. J'appartiens aussi à ce monde aujourd'hui. Mais aucune traversée de frontières ne me procure la même sensation que la traversée du mur, devenu invisible aujourd'hui, mais que je vois toujours dans ma tête. Ce mur en béton à Berlin, vers le Checkpoint Charlie. Ou bien près des anciens studios Hansa, où David Bowie peaufinait sa trilogie berlinoise au même moment où j'étais fasciné par le reflet du soleil dans les fenêtres d'Axel Springer Verlag. Tous les deux face au mur, de couleur grise, mais ensoleillé. Pour lui, cette frontière n'avait pas de couleur particulière. C'était simplement un mur en pleurs. Frontières, la chronique d'Alexis Patostev, notre homme frontière ici à Culture Monde. Une chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages, un site sur lequel vous pouvez également écouter, réécouter les émissions Culture Monde, mais toutes les émissions de France Culture. Retour dans notre semaine autour de la magie, l'esprit magique à l'épreuve de la modernité. Aujourd'hui autour de la question de la chasse aux sorcières, aux sorciers, avec Bruno Martinelli, qui est anthropologue, professeur à l'université d'Aix-Marseille, au Centre d'études des mondes africains, auteur d'un livre à paraître Sorcellerie et violence en Afrique. Bruno Martinelli, vous êtes également dans un programme, vous travaillez en fait avec des juges de la République centrafricaine que vous formez sur la question de la sorcellerie. Bruno Martinelli, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors cette formation s'inscrit d'abord dans un cadre général d'action de plusieurs agences internationales auprès de la justice centrafricaine. La réalité centrafricaine n'étant pas, on va dire, exceptionnelle par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays voisins, même problème se pose au Cameroun, au Congo, etc., jusqu'en Afrique du Sud d'ailleurs. Et en ce qui concerne la justice, le problème vient de ce que la justice est embouteillée. Les 3/4 des affaires qui arrivent sur le bureau des juges d'instruction et des procureurs sont des affaires d'accusation de sorcellerie, consécutives à des décès. Alors là, c'est très grave parce que le décès est assimilé à un crime et on est dans le cadre d'une sanction pénale qui allait jusqu'il y a 2 ans, jusqu'à la peine de mort et qui aujourd'hui a été transformée en peine maximale de travaux forcés à perpétuité. Bruno Martinelli, pardon de vous couper. Il y a une chose que j'aimerais bien comprendre. On comprend, vous nous le dites, que les tribunaux sont engorgés par ces affaires de sorcellerie.
Que aussi, vous nous le disiez tout à l'heure, il y a des textes de loi qui font référence à la sorcellerie. Est-ce que dans les procédures judiciaires, il y a des choses qui sont prévues pour déterminer si oui ou non une personne est un sorcier ou une sorcière ? Et justement non, bien entendu. C'est-à-dire ça se limite au libellé d'un article extrêmement bref donc du Code pénal. Aucune indication n'est fournie par le Code de procédure pénale. Il n'y a pas de jurisprudence non plus. On est dans un pays très pauvre où donc il y a très peu d'échanges entre les magistrats. Même la Cour de cassation ne joue pas son rôle jurisprudentiel. Donc bref, chaque juge est livré à lui-même, c'est-à-dire à sa propre croyance, à ses convictions philosophiques ou religieuses, pour essayer d'interpréter la notion de sorcellerie. Alors, il cherche des preuves. Vous savez que les magistrats ont plusieurs catégories de preuves à mobiliser. Et finalement, dans l'impossibilité d'établir des preuves de faits tels que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, bien entendu, savoir comment une personne peut avoir dans son ventre une puissance qui fait du mal à autrui, à commencer par les membres de sa propre famille, le plus souvent d'ailleurs. On pense que cette personne a un animal dans son ventre. D'ailleurs, à la mort du sorcier, encore aujourd'hui, il arrive qu'on lui ouvre le ventre pour voir soit l'animal, soit l'organe de sorcellerie. Donc bref, le juge est livré à ses propres croyances et c'est l'objet de notre travail, de les aider à mieux définir la notion de sorcellerie, à confronter les conceptions de la sorcellerie, à voir ce qui se fait en matière judiciaire dans d'autres pays où les expériences ont pu être pratiquées, qui leur permettraient d'avancer justement vers une justice à la fois respectueuse des droits de la défense et ça veut dire, Bruno Martinelli, des droits de l'homme. Ça veut dire, Bruno Martinelli, qu'on ne trouve pas de cas où, par exemple, un juge va faire appel, entre guillemets, à un expert, que je mets encore une fois entre guillemets, pour déterminer si oui ou non il s'agit d'un sorcier. Je ne sais pas, au même titre que ici, des juges peuvent faire appel à des experts en psychiatrie ou que sais-je encore. Bon, alors, je ne sais pas si si nous étions face à face, je verrais ce que vous voulez dire laisseriez entendre par l'emploi du terme d'expert. Alors, expert, pour nous, c'est un spécialiste ayant une compétence technique ou scientifique. Donc, il y a un seul psychiatre pour toute la République centrafricaine. Donc, de temps en temps, il est effectivement appelé par un juge pour dire ce qu'il pense à la fois d'une accusation de sorcellerie et de la personne qui est accusée et qui parfois a fait des aveux. La valeur des aveux. Bon, disons que les experts, et c'est là qu'il faut que nous mettions des guillemets, les experts auxquels les juges ont fait systématiquement recours, y compris dans la capitale, jusqu'à ces dernières années, et en gros, jusqu'à ce que nous commencions à mener ce travail de formation. Ce sont des guérisseurs supposés, connus, publiquement connus, de notoriété, par leur notoriété, de spécialistes de la détection des sorciers. Donc, qui intervenaient dans les tribunaux, à l'instruction bien sûr, dans les enquêtes préliminaires, mais aussi à l'audience, pour dire, en fonction des pouvoirs qui leur sont reconnus par toute la collectivité, et donc dans ce cas-là aussi par le juge s'il le fait venir, si on a affaire à un sorcier et pourquoi. Bruno Martinelli, on va quitter pour quelques instants le terrain africain, on va aller du côté de la Guadeloupe. C'est moi qui fais moi ça, la ligne nouvelle, zombie barre dans bois. La ligne nouvelle, zombie barre dans bois. Encore c'est moi qui fais moi ça parce que c'est. Bonjour Christiane Bougerolles. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CNRS, auteur de cet ouvrage, une ethnographie des conflits aux Antilles, jalousie, commérage, sorcellerie, qui était paru au PUF en 97. Vous avez étudié la magie, la sorcellerie aux Antilles, et lors d'une de vos enquêtes, Christiane Bougerolles, sur les changements de pratiques alimentaires, vous êtes tombée sur une rumeur sur les Haïtiens, sur les Haïtiennes plus exactement. Racontez-nous. Oui. Donc c'est une rumeur qui circule et qui prend les Haïtiens comme bouc émissaire. Alors cette rumeur affirme que les marchandes haïtiennes de produits maraîchers, comme les laitues et les tomates, arrosent d'urine les denrées qu'elles vendent. Alors dans ce dôme, les Haïtiens sont tout au bas de l'échelle sociale.
Ce sont surtout des travailleurs occasionnels, ils peuvent être ouvriers agricoles ou du bâtiment. Les femmes sont employées de maison ou vendeuses de produits maraîchers sur les marchés. On les remarque aussi comme marchandes à la sauvette. Elles sont postées au coin des rues les plus passantes de Pointe-à-Pitre, où elles proposent, disposées à bout de bras, quelques rares pièces de linge de maison ou de lingerie. Néanmoins, en dépit des maigres produits dont ces vendeuses disposent, elles sont accusées de faire péricliter le petit commerce de Pointe-à-Pitre. Dans la même veine d'accusation, on dit que les Haïtiens favoriseraient le chômage des Guadeloupéens en acceptant de travailler pour des prix inférieurs à ceux qui sont garantis par les lois sociales. Alors, les Haïtiens sont considérés comme étant travailleurs et honnêtes, mais d'un autre côté, ils sont l'objet d'un profond mépris. Ils sont jugés idiots et considérés comme des arriérés, des gens non éduqués et des malpropres, et ils sont qualifiés de sauvages. Et Christiane Bougerol, et c'est ça qui est intéressant, vous le dites très bien, on les considère comme des arriérés, et en même temps, ils ont aussi la réputation d'être des voodouisants absolument aguerris, et donc ce sont aussi des personnes redoutées. Il y a un double sentiment à leur égard, dégoût et du respect. Oui, c'est-à-dire que dans cette sauvagerie qu'on leur attribue, traduit des sentiments ambivalents. D'une part, elle sert à les disqualifier, mais d'autre part, elle inspire de la crainte, car elle est inséparable des représentations que les gens se font du vaudou, dont la force est redoutée pour tout ce qui touche à la sorcellerie et à la magie. Mais le vaudou tirerait son pouvoir de rites imaginés violents, sanglants, bref, imprégnés de sauvagerie. Alors quand même, ce culte n'est pas pratiqué à la Guadeloupe. Toutefois, les croyances relatives à la sorcellerie et à la magie sont partagées par la majeure partie de la population. C'est-à-dire que de nombreux conflits interpersonnels s'expriment sur le registre de la sorcellerie, celle-ci étant basée sur des pratiques magiques. Est-ce que ça veut dire, Christiane Bougerol, pardon de vous couper, est-ce que ça veut dire que le mépris à l'égard des Haïtiens se transforme parfois en violence physique, et est-ce que ça peut aller jusque en période de crise économique, notamment de crise sociale, puisqu'on l'a compris, c'est surtout dans ces contextes-là que naissent des chasses aux sorcières. Est-ce que dans ces contextes-là, ça peut aller jusqu'à des chasses aux sorciers, des chasses aux sorcières? Oui, mais sûrement pas d'un point de vue de violence, sur le plan de la violence physique. Hein. Ça se fait sur le plan notamment de la rumeur. Voilà. Parce que la rumeur, si vous voulez, je dis bien une rumeur et pas un commérage, hein, parce que le commérage circule de manière hautement sélective dans un réseau social donné. Ainsi, à la Guadeloupe, on demande qui t'a dit à la personne qui rapporte un commérage. Et si le locuteur ne cite pas sa source, il peut accuser d'avoir lui-même créé les propos diffamatoires qu'il vient d'énoncer. En revanche, une rumeur se dissémine dans toutes les directions et personne ne sait d'où elle vient ni qui l'a lancée. Ainsi, les personnes qui me rapportaient la rumeur que j'ai évoquée disaient « Des gens disent qu'ils ont vu, moi j'ai pas vu, je sais pas mais j'ai entendu ». Donc je dirais que la rumeur a une traçabilité. Non, le commérage a une traçabilité, mais pas la rumeur. Pas la rumeur. Bon, alors sur la rumeur, là je vais vous donner trois témoignages. Hein. Il y a une femme qui affirmait « J'achète pas aux Haïtiens, c'est une question d'hygiène ». Une autre disait « Mon mari ne veut pas de laitue du marché arrosé avec du pipi ». Bon, chacun sait que, vu la chaleur, toutes les marchandes sont contraintes de rafraîchir avec de l'eau les produits qu'elles vendent. Alors pourquoi les Haïtiennes y ajouteraient de l'urine? Cette pratique serait de l'ordre d'une magie propitiatoire. La mixture aurait pour but d'attirer les clients, dit-on. Mais cette pratique que l'on impute aux Haïtiens prouve combien ils sont arriérés, malpropres et superstitieux. Et en réalité, cette pratique supposée a pour conséquence de détourner les clients des étals des vendeuses haïtiennes et de léser les Haïtiens dans les domaines où ils connaissent une petite réussite, celui de la culture et de la vente des produits maraîchers. Dorénavant stigmatisé et disqualifié, le commerce des Haïtiens pourrait péricliter. Alors certains Guadeloupéens expliquent quand même la rumeur par la jalousie. Un homme dit « c'est pour empêcher la vente des Haïtiens qu'on a beaucoup parlé de malpropreté ». D'autres personnes sont quand même conscients du rôle de bouc émissaire qu'on fait jouer aux Haïtiens et ils affirment « faut pas exagérer quand même, on peut pas tout mettre sur le dos des Haïtiens ». Alors de fait, voilà, on met beaucoup de choses sur le dos des Haïtiens par des rumeurs. Donc ils favoriseraient le chômage des autochtones, ils pollueraient des produits maraîchers à cause d'un esprit superstitieux, ils seraient avertis de connaissances magiques qui les font craindre, et ainsi les Haïtiennes sont accusées de
prendre les maris des Guadeloupéennes, dit-on, grâce à leur connaissance en magie. Encore c'est moi qui fais moi ça. Merci beaucoup à vous, Christiane Bougerolles, chercheuse au CNRS et puis auteure de cet ouvrage, une ethnographie des conflits aux Antilles, jalousie, commérage, sorcellerie, qui était paru au PUF. Et un grand merci tout simplement à vous, Bruno Martinelli, je rappelle anthropologue, professeur à l'université Aix-Marseille, au Centre d'études des mondes africains, auteur, je l'indique pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur cette question de la violence, de la sorcellerie en Afrique, sorcellerie et violence en Afrique, ça sera chez Cartala. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette matinée autour de la chasse aux sorciers et la chasse aux sorcières. Et merci bien sûr à toute l'équipe de Culture Monde, Lucille Como qui a préparé cette émission, Pauline Blisten, Antoine Dulster, merci à Clément Berman qui était ce matin à la technique et bien sûr à France Bleu Provence qui a assuré notre duplex et à la réalisation ce matin c'était Doria Zeni.